Bonjour à tous. J'avais prévu une slide pour me présenter, mais en fait, j'ai été super bien présentée par Marie-Pierre, donc merci beaucoup pour la présentation. Donc, en effet, je suis doctorante en conception de jeux vidéo en fait, à l'UQAT et aussi en co-direction à l'UDM. Et je suis aussi en fait étudiante affiliée au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, où j'ai pu faire ma collecte de données, dont je vais vous parler plus tard. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de l'utilisation de la réalité virtuelle dans la gestion de la douleur. Est-ce que ça fonctionne? Non? Oui, c'est bon. Donc, en fait, le point de vue que je vais aborder, c'est plutôt une perspective qui est d'abord créative, étant donné que, comme vous avez pu l'entendre, je n'ai pas suivi de formation en sciences infirmières et je suis spécialisée dans la conception de jeux vidéo thérapeutiques. Donc, nous verrons ce que c'est que la réalité virtuelle, le potentiel qu'elle a dans l'intégration de stratégies vidéoludiques thérapeutiques en contexte médical et je présenterai à la suite de ça 2 solutions thérapeutiques qui sont intégrées en contexte hospitalier pédiatrique pour la gestion de la douleur et de l'anxiété des enfants dans différents contextes. Donc, on va avoir le jeu Dream, qui est l'utilisation de la réalité virtuelle pour gérer la douleur lors de procédures douloureuses. Et on verra aussi l'utilisation de la réalité virtuelle au niveau de l'anxiété et de la douleur chronique en hémato-oncologie pédiatrique, donc avec le projet Avatar. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est important de définir ce que c'est que la réalité virtuelle, pardon, et dans quel contexte, en fait, elle s'intègre. Donc, en premier lieu, le contenu en réalité virtuelle qui est utilisé dans le contexte médical, c'est ce qu'on appelle des jeux sérieux. Donc, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui n'ont pas pour première intention de divertir, mais qui ont pour intention d'accomplir une tâche qui est dite utile. Donc, on entend par tâche utile, en fait, une tâche qui est dénuée de caractère ludique, comme de la formation, de la sensibilisation ou du traitement. Il y a quelqu'un qui a un micro qui n'est pas fermé. Je le dis parce que je sais que la conférence est enregistrée, donc je sais que ça peut, par exemple, juste pour vérifier, je vous laisse vérifier. Merci. En fait, donc c'est ce que je vous disais, on entend par jeu sérieux vraiment un jeu qui va permettre d'accomplir une tâche utile, donc une tâche qui est dénuée de caractère ludique en formation, en sensibilisation ou en traitement. Par exemple, c'est vraiment juste des exemples, il y a vraiment beaucoup plus d'intégration qui peuvent être faites. Le jeu sérieux, en fait, permet de répondre à un besoin, à une problématique, et l'utilisation de ces jeux-là s'inscrit dans ce qu'on appelle le cadre de la gamification des soins de santé. La gamification, c'est une transformation des soins de santé qui a pour but d'augmenter la motivation et l'adhérence au traitement en intégrant un ou plusieurs codes du ludique. Donc, on a la gamification qui est vraiment juste l'emprunt des codes du jeu. Donc, par exemple, on va intégrer un système de récompense, un système de classement. Tout ça, c'est vraiment des systèmes qui sont empruntés au jeu mais qui ne font pas forcément un jeu au complet. Alors que le jeu sérieux, c'est vraiment juste accomplir une tâche utile, mais vraiment un jeu au complet. Par exemple, si vous prenez votre application pour traquer votre jogging, par exemple, quand vous allez courir dehors, vous allez dire, enfin, vous n'allez pas utiliser un jeu. Il va y avoir des éléments de jeu, il va y avoir des récompenses, un système de comptage de pas qui va vous donner des récompenses en fonction de combien vous en avez fait. Mais on parle de gamification, on ne parle pas d'un jeu sérieux. Donc, c'est vraiment pour faire la différence entre les deux. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à l'utilisation de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? C'est une technologie qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement virtuel généré par un ordinateur. Donc, concrètement, si vous mettez un casque de réalité virtuelle sur la tête, vous allez voir un monde virtuel sur 360 degrés avec lequel vous allez pouvoir interagir. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des objets, vous allez pouvoir les lancer, vous allez pouvoir appuyer sur des boutons, etc. Donc, généralement, c'est utilisé avec un dispositif qu'on appelle immersif. Donc, c'est un dispositif, un casque de réalité virtuelle que vous pouvez voir sur les images. C'est un casque qui est dit immersif parce qu'il occulte totalement la vue et l'ouïe de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur est vraiment dans son monde et il ne voit que ce qu'on lui propose de voir finalement et il entend via les écouteurs la réponse finalement à ces interactions.
Les interactions sont faites à partir de 2 manettes généralement. Donc, vous avez le casque de réalité virtuelle et 2 manettes qui permettent en fait d'interagir avec le monde. Donc, vous avez des boutons pour prendre les objets, etc. Hop. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut voir dans le casque, j'ai rassemblé quelques environnements virtuels. Les environnements virtuels peuvent être vraiment très divers, comme vous pouvez le voir. On a une librairie disponible en réalité virtuelle qui se remplit tranquillement au fur et à mesure des années. Là, on est vraiment sur les jeux qui sont sur le marché, vraiment de distraction, des jeux qui sont normaux. On ne parlera pas de jeux sérieux pour ça. Mais on trouve vraiment plusieurs types de jeux qui peuvent intéresser vraiment tout type de joueurs. Donc, vous avez par exemple les jeux de tir, vous avez les jeux, vous pouvez vous occuper d'un jardin, vous avez des jeux d'aventure, des jeux d'escape game, vous pouvez faire des simulations de montagnes russes si vous voulez, des jeux de rythme, vous pouvez vous occuper d'une petite bestiole et lui donner à manger et tout. Il n'y a vraiment aucune limite au niveau du développement de jeux et des environnements virtuels. Évidemment, là, ce que je vous ai rassemblé, c'était pour vous donner une idée. C'est vraiment que des exemples. Il n'est pas question d'intégrer n'importe quel jeu de réalité virtuelle à une procédure médicale ou à un traitement médical. Je vous mets au défi de faire une prise de sang sur un patient qui joue à un jeu de rythme, comme celui qui est présenté en bas, où il faut frapper comme ça et bouger un petit peu. Là. Faites une prise de sang là-dessus, ça ne fonctionnera pas. De même, vous ne pourrez pas diminuer l'anxiété, vous aurez de la difficulté en tout cas à diminuer l'anxiété d'un patient qui joue à un jeu de simulation montagne russe. Ça risque d'être difficile. Donc, il faut vraiment, en fait, il y a vraiment des enjeux d'adaptation et d'optimisation qui sont importants. Et c'est pour ça, en fait, que de plus en plus de projets de recherche, d'équipes de recherche vont se tourner vers des experts en conception de jeux vidéo thérapeutiques pour créer des jeux sur mesure pour les procédures médicales ou pour le contexte sérieux, en fait, en général. C'est là aussi qu'on va pouvoir faire la différence entre un jeu sérieux qui est développé pour le contexte médical ou pour le contexte éducatif ou pour peu importe, mais pour un contexte qui est sérieux, contre un jeu qui est classique et qui est destiné à la distraction, qui ne va pas forcément marcher, enfin s'intégrer finalement dans tous les contextes. Donc, une fois qu'en fait, non pardon, là en fait, quand vous avez décidé de commencer un projet de réalité virtuelle, le premier choix que vous avez à faire, c'est celui du matériel. Au niveau des casques de réalité virtuelle, il y a 2 sortes de casques. Vous avez le casque filaire qui est à gauche, qui présente de meilleures performances de rendu, qui permettent d'avoir un environnement qui est plus détaillé, plus réaliste, même dans certains cas, plus esthétique, mais qui a besoin d'un ordinateur avec des bonnes caractéristiques pour fonctionner. Et en fait, parfois même, vous allez avoir besoin des petits boîtiers que vous voyez sur l'image de gauche. C'est des capteurs de mouvement pour pouvoir finalement détecter ce que l'utilisateur fait. À côté de ça, vous allez avoir le casque portatif. En fait, c'est ce vers quoi l'évolution technologique tend depuis quelques années. C'est un casque qui ne nécessite pas d'ordinateur, qui offre une mobilité qui est absolue. Vous pouvez l'amener partout, vous pouvez l'utiliser partout, à l'hôpital, à la maison, dans les salles d'attente, même si vous allez peut-être passer pour une personne étrange, étant donné que personne ne peut voir et entendre ce que vous faites. Mais c'est vraiment comme ça a débloqué finalement l'accessibilité parce que vous avez un casque qui coûte moins, enfin qui coûte comme par exemple celui-ci qui coûte 600 pièces peut-être, mais qui n'a pas besoin d'ordinateur. Alors que l'autre, il coûtait moins cher, mais il y avait besoin d'un ordinateur performant qui pouvait égaler, par exemple, 1000 pièces pour pouvoir faire tourner finalement les performances du casque. Donc, on a aussi une accessibilité financière qui arrive progressivement. Évidemment, au niveau du casque portatif, c'est encore un prix qui est assez élevé, mais vous avez des casques portatifs qui sont beaucoup plus accessibles. Vous allez avoir des casques dans lesquels vous pouvez glisser votre téléphone et pouvoir jouer finalement avec votre téléphone. Donc, en fait, le casque mobile apporte finalement une accessibilité financière et une accessibilité aussi technologique parce que si vous associez le casque à un logiciel de gestion de flotte de casques en fait qui permet de gérer ce qu'il y a dans chaque casque. Vous allez pouvoir en fait dire OK, quand la personne met le casque sur la tête, ça lance ce jeu-là. Et donc, en fait, vous allez libérer finalement les professionnels et le personnel de santé qui n'est pas forcément familier avec toutes ces technologies-là. Et ça donne finalement une accessibilité technologique qui est plus facile aussi. Hop. OK. La réalité virtuelle,
quel que soit le casque que vous choisissez, en fait, la réalité virtuelle, elle possède des caractéristiques qui sont uniques au niveau vidéoludique. C'est une technologie qui est très immersive, pardon, et c'est-à-dire que le joueur va perdre la notion du temps et de l'espace quand il va jouer. Il va aussi développer ce qu'on appelle un sentiment de présence. Le sentiment de présence, c'est vraiment le sentiment d'être dans le virtuel, et ce sentiment-là, il est renforcé par une capacité à interagir avec le virtuel. C'est-à-dire que plus le virtuel va vous permettre de prendre les objets, de les lancer, il va y avoir, l'objet va tomber, ça va répondre à une certaine physique, vous allez pouvoir toucher à plein de choses, ça va vous renvoyer des sons, ça va répondre en fait, et ça renforce vraiment le sentiment de présence. Aussi, on peut aussi renforcer le sentiment de présence en créant ce qu'on appelle un sentiment d'embodiment. Ça veut dire que le joueur va avoir un corps. En fait, quand vous jouez à la réalité virtuelle, vous avez normalement juste des mains, et dans certains cas, on va donner possibilité en fait au joueur de voir son corps au complet, et ça va créer un sentiment de présence qui est beaucoup plus élevé, et donc un sentiment d'immersion pardon, qui est plus élevé. Toutes ces caractéristiques-là, en fait, elles permettent d'amener le joueur dans un autre monde dans lequel il pourra, en quelque sorte, oublier sa douleur et son anxiété, dans le cadre de la gestion de la douleur et de l'anxiété, par exemple. Si la réalité virtuelle, elle présente des caractéristiques qui sont intéressantes, elle présente aussi quelques points, je ne dirais pas négatifs, mais quelques points qu'il faut prendre en compte lors du développement d'un jeu vidéo. Donc, et encore plus spécialement quand on s'intéresse à l'utilisation dans un contexte sérieux auprès des patients qui peuvent parfois présenter différents symptômes qui sont dus au traitement ou à leurs conditions médicales. Donc, la réalité virtuelle, elle peut parfois impliquer des effets secondaires comme des maux de tête, des vertiges ou de la fatigue oculaire. Donc, c'est évidemment relatif à chaque personne, mais il faut quand même garder ça en tête, que c'est possible, et que quand on développe un jeu, on va le développer de manière à éviter finalement ces effets secondaires. Donc, il y a quand même, comme je vous dis, il y a quand même des manières de les éviter. Tout d'abord, il faut savoir que les effets secondaires de la réalité virtuelle proviennent généralement du fait que le joueur se déplace dans l'espace, il se déplace souvent trop rapidement, et alors que son corps, lui, reste statique, il ne bouge pas. Donc, c'est similaire à ce qu'on appelle le motion sickness, c'est similaire au mal des transports, en fait, et nous, on appelle ça du cyber sickness ou du cybermalaise. Donc, logiquement, le fait de ralentir ou même de supprimer la capacité de déplacement dans l'espace, ça permet déjà de diminuer beaucoup le cybermalaise. Puis, dans un aspect un peu plus technique, c'est important que l'affichage du jeu se fasse de manière fluide. Le rafraîchissement du casque, en fait, doit être fait de manière fluide, et donc pour ça, c'est vraiment super important d'optimiser le jeu. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on optimise un jeu de réalité virtuelle, mais ça souligne vraiment l'importance de faire confiance à des experts pour la conception du jeu vidéo sérieux, parce que si vous avez un bon concept de jeu sérieux, mais que ce jeu sérieux-là provoque du cybermalaise, ça ne créera pas finalement un bon outil thérapeutique. Donc, c'est vraiment important de faire équipe, de créer des équipes finalement à la fois santé et jeux vidéo thérapeutique, jeux vidéo ou conception de jeux vidéo, pour créer finalement un outil thérapeutique qui est optimisé. Il faut aussi savoir que l'évolution technologique et la création de nouveaux casques de réalité virtuelle, etc., le développement de nouveaux casques, tend à effacer le cybermalaise. Il y a vraiment beaucoup moins d'effets secondaires en réalité virtuelle aujourd'hui que ce qu'il y en avait, par exemple, dans les premiers casques de réalité virtuelle. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, la réalité virtuelle, elle est vraiment de plus en plus accessible technologiquement parlant. Elle est aussi de plus en plus populaire, et elle est de plus en plus connue par le grand public. Donc tout ça, ça fait une boucle en fait qui fait que c'est plus en plus accessible. Donc il y a de plus en plus d'intérêt de la part du consommateur. Il y a de plus en plus de développement pour la réalité virtuelle au niveau des jeux vidéo et de la VR en général. Et donc il y a de plus en plus d'intérêt aussi au niveau du domaine du jeu sérieux. Et donc là, il y aura de plus en plus d'intérêt de la part de la recherche. Donc, ça fait vraiment une boucle. Et en fait, du côté
du jeu sérieux, du côté de la recherche, on va aussi tendre à, en fait, adapter le contenu vidéoludique à un contexte, finalement, à un contexte sérieux. Donc, nous, dans le cadre du médical, on va vraiment adapter ça, par exemple, au contexte hospitalier, au traitement, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle et les technologies, elles permettent cette flexibilité-là. Elles permettent une grande flexibilité qui permet d'adapter finalement tous les contenus qui sont dans le casque à différentes procédures médicales, aux conditions médicales des patients, à différents traitements et aussi à différentes thérapies. Donc si, par exemple, on associe la réalité virtuelle on lui ajoute des capteurs en plus. Donc, par exemple, on va avoir des capteurs de mouvement, des électroencéphalogrammes, des capteurs pour le regard, ce qu'on appelle des capteurs oculométriques. On peut collecter des données en temps réel et optimiser le jeu pour un traitement vraiment précis ou une thérapie précise. Donc, par exemple, si on prend l'utilisation ce qu'on appelle le hand tracking, c'est le capteur pour le mouvement des mains. Pour la réadaptation, par exemple, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. On peut faire des exercices de réadaptation dans le virtuel et avoir seulement besoin des mains pour interagir avec dans le virtuel. On n'a plus besoin des manettes. C'est dans le dernier Oculus Quest 2, c'est vraiment ça. On peut utiliser juste nos mains, en fait, pour interagir avec le virtuel. Donc ça ouvre des possibilités qui sont importantes au niveau des contenus. Vous avez aussi, par exemple, ce que je vous parlais, le capteur de regard, le capteur oculométrique qui permet, en fait, d'interagir sans les mains, juste par le clignement des yeux. Ça permet, en fait, dans des procédures, par exemple, des procédures difficiles, des procédures douloureuses où le patient doit rester finalement immobile, on va pouvoir faire en sorte que le patient puisse quand même interagir, qu'il n'ait pas besoin de ses mains. Donc, il va cligner des yeux, par exemple, et je ne sais pas, ça va par exemple lancer une balle qui va devoir toucher des cibles ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas parce que c'est vraiment, il y a vraiment c'est vraiment au concept du jeu, en fait, d'être adapté. Donc, un jeu qui utilise le clignement des yeux pour interagir va être beaucoup plus simple qu'un jeu qui a des mains et qui peut interagir avec avec des boutons, etc. Mais c'est pas parce que c'est plus simple que ça marchera que ça marchera moins bien. C'est vraiment, je pense, c'est plus une question d'adaptation et que ça réponde bien finalement. Donc, en dernier lieu, on peut aussi connecter à d'autres appareils pour obtenir en fait des informations sur le joueur en temps réel. Donc, vous avez par exemple les caméras, ce qu'on appelle une caméra Kinect, qui est une caméra qui permet la détection de mouvement du corps au complet. Donc, par exemple, dans le cas de la réadaptation, on pourrait constater l'ampleur du mouvement, vérifier si le mouvement a été bien exécuté et après ça, corriger le patient, par exemple. On peut aussi obtenir d'autres informations comme avec des montres connectées, avec des électroencéphalogrammes, des capteurs de souffle, etc. Donc, on a vraiment une panoplie en fait d'outils qui permettent d'adapter le contenu en réalité virtuelle à toutes sortes de contextes, toutes sortes de thérapies, toutes sortes de traitements. Donc, c'est là que c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Quand on s'intéresse à la gamification dans le domaine de la santé, et plus précisément, en fait, dans l'utilisation de la réalité virtuelle, on a vraiment des domaines d'application qui sont vraiment divers. D'abord, on la retrouve dans la formation des professionnels de la santé pour des contextes difficiles à reproduire pour des raisons éthiques ou financières. On la retrouve aussi en sensibilisation auprès des patients, aussi du grand public pour des enjeux de santé divers, par exemple. Et il y a aussi l'utilisation dans des contextes de procédures médicales, donc en distraction thérapeutique, en réadaptation ou en santé mentale, par exemple. Donc évidemment, ces domaines-là, ce n'est pas les seuls domaines, il y en a énormément. Comme je vous disais, l'adaptabilité, la flexibilité en fait, de la réalité virtuelle lui permet de s'adapter à beaucoup de contextes. Et donc, ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas dans ma liste. Moi, mon champ d'expertise, c'est plutôt l'utilisation de la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur pendant des procédures et pour la douleur chronique. Donc, quand on s'intéresse en fait à la gestion de la douleur, la question qui revient le plus souvent, c'est mais comment ça fonctionne et pourquoi en fait ça fonctionne? Donc, l'idée, c'est simplement de détourner l'attention
de l'utilisateur, du patient, en fait. On parlait d'immersion tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette caractéristique-là qui va absorber le patient dans le jeu, et qui va le distraire, qui va le faire penser à autre chose et qui va diminuer sa douleur. En fait, c'est un peu comme quand vous avez un enfant, vous essayez de savoir comment s'est passée sa journée pendant qu'il joue à la console. Et si vous essayez de lui parler et ça ne répond pas, vous allez avoir du mal en fait à établir un dialogue. C'est vraiment cet état-là, finalement, qu'on essaye d'atteindre quand on fait la gestion de la douleur en procédure douloureuse avec la réalité virtuelle. C'est en fait que l'utilisateur, le patient, que ce soit un adulte ou un enfant d'ailleurs, ça change pas vraiment sur ce point-là. L'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention au point qu'il en oublie finalement où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait. Euh, donc, pour vous donner une idée, j'ai pris plusieurs exemples. Celui-ci, c'est le premier. C'est un exemple d'un jeu qui a été utilisé qui est utilisé dans plusieurs hôpitaux au Québec et qui a été utilisé notamment lors de la campagne de vaccination pour la COVID-19 à Montréal. Donc, Dreamland, c'est un jeu sérieux en réalité virtuelle qui est développé par l'entreprise Paperplane Therapeutics et qui est utilisé dans divers projets de recherche qui sont menés par Sylvie Lemay. L'idée, en fait, c'est simple. Vous avez une procédure douloureuse, donc par exemple, un changement de pansement, un retrait de broche orthopédique, un traitement dentaire et c'est vraiment une procédure qui est anxiogène. L'enfant est généralement plutôt anxieux, il n'a pas vraiment envie de subir la procédure et même dans certains cas, il pourrait même ne pas avoir envie de coopérer finalement. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre le casque sur la tête de l'enfant. On le laisse s'immerger dans le monde pendant quelques minutes. Il commence à tirer sur les petits bonhommes mauves que vous voyez sur les petites images. Il tire sur les ballons, il y a vraiment, ce monde-là est comme envahi de trucs interactifs que vous pouvez tirer qui permettent en fait finalement de vous absorber dans ce monde-là. Et finalement, on fait la procédure. Une fois que l'enfant est immergé dans ce monde-là, on fait la procédure. Et en fait, en faisant jouer l'enfant, on va diminuer l'anxiété procédurale qui mène à de la douleur et l'enfant va avoir moins mal. Il va oublier finalement où est-ce qu'il est, il va être dans son monde et on ne va pas supprimer 100% de la douleur, mais on va la diminuer considérablement et on rend l'enfant qui est vraiment beaucoup plus coopératif. Donc ça a vraiment un impact sur l'enfant et aussi sur son parent et sur le personnel. Donc ça, c'est vraiment une espèce de boucle parce que si l'enfant est moins anxieux, son parent le sera moins et si tout ce monde-là est moins anxieux, le personnel pourra faire son travail beaucoup plus facilement. Donc, dans ce cas-là, on utilise en fait la distraction pour réduire l'anxiété procédurale et la douleur et augmenter la satisfaction du côté des enfants, des parents et aussi des professionnels de la santé. Heu, c'est un jeu en réalité virtuelle qui là est utilisé pour les enfants, mais je pense qu'il est important de noter que il pourrait être utilisé pour des adultes. Ça peut être adapté à un contexte, de patients adultes. Le deuxième jeu, en fait, la deuxième exemple que j'ai à vous présenter, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, étant donné qu'en fait, c'est mon projet doctoral sur lequel je rédige actuellement ma thèse et que j'espère pouvoir la déposer bientôt. Je vais en fait vous parler du projet Avatar. Donc, le projet Avatar, c'est un projet qui s'intègre en hémato-oncologie pédiatrique qui a été mis à l'essai à l'hôpital de Sainte-Justine sur 5 patients. Heu, En fait, ce projet-là, il a pour but d'offrir un personnage ami virtuel, basé sur un dessin que l'enfant va faire, pour en fait, pour qu'il puisse le retrouver en réalité virtuelle et sur une application mobile. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus dans la gestion de la douleur, et de l'anxiété dans une procédure, mais on est vraiment sur, la gestion de la douleur, chronique en hémato-oncologie pédiatrique. Et donc, en fait, on donne un casque de réalité virtuelle et un téléphone à l'enfant pour qu'il l'utilise de manière spontanée quand il en a besoin. Donc, comme une fois que le dessin est fait, en fait, moi, je prends le dessin et je vais le modéliser, en fait, en 3D
je vais l'intégrer au jeu. Et si vous voulez vous donner une petite idée des personnages qui ont été créés pendant la collecte de données, je peux vous présenter en fait de gauche à droite, vous avez Cookie, Lapin, Kai, Ariana et Bob. Donc c'est en fait les 5 personnages qui ont été créés pour notre collecte de données. On peut voir que, on a une bonne variété de personnages, on a ça dépend en fait toujours de l'intérêt, enfin des intérêts finalement et de l'âge de chaque enfant, mais on a quand même des trucs qui sont vraiment différents, donc je trouve que c'est plutôt chouette à regarder. Donc une fois en fait que le personnage a été modélisé, on va l'intégrer dans, 2 applications. Vous avez l'application mobile qui est très similaire à un Tamagotchi. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un Tamagotchi quand ou que vos enfants avaient des Tamagotchi, mais genre, c'est un petit personnage auquel vous devez vous occuper. Vous devez lui donner à manger, vous donner, le nettoyer, vous devez le faire dormir et cetera. Donc l'idée en fait, c'était d'offrir un petit Tamagotchi, aux enfants, mais la différence, c'est que mon Tamagotchi à moi, il ne peut pas mourir et il ne peut pas avoir mal. Le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'il ait trop mangé et que vous devriez lui flatter le ventre pour qu'il aille mieux. Donc, il y a pas vraiment en fait, l'idée, c'était de libérer de la frustration, donc il y a aucun élément finalement, frustrant qui ont été intégrés au jeu. Donc Hem, donc c'est ça. En fait, plus l'enfant va s'occuper de son personnage, plus il va gagner des points, plus il va débloquer de la nourriture pour pouvoir lui donner à manger et plus en fait, il va avoir aussi des petits accessoires pour pouvoir mettre sur son personnage, pouvoir l'habiller, lui mettre des chapeaux et cetera et cetera. Donc c'est vraiment une stratégie en fait, de récompense, pour motiver l'enfant à revenir jouer. C'est vraiment une stratégie qui est utilisée souvent dans les jeux vidéo pour pouvoir finalement créer un engagement sur le long terme. Donc, après ça, on a l'application en réalité virtuelle qui se présente en fait comme un court scénario dans un environnement extérieur paisible, fantastique et relaxant. Donc, c'est un petit scénario qui est court, qui dure 5 à 8 minutes. Et tout à l'heure, je vous parlais des effets secondaires de la réalité virtuelle. C'est pour justement éviter les effets secondaires de la réalité virtuelle. On est en présence de patients qui, ont souvent des effets secondaires de traitement, donc on ne veut pas amplifier ces effets secondaires-là. Donc il était vraiment important en fait hem, de contrôler la durée de jeu en fait. Donc on a créé un petit scénario qui a un début et une fin et qui permet de dire: «OK, l'enfant ne va pas jouer pendant, 3 heures d'affilée dans la réalité virtuelle». Hem, on a en fait, dans ce jeu-là, on a intégré plusieurs jeux. Donc, l'enfant peut jouer avec son personnage, il peut, jouer à plusieurs mini-jeux. Ça lui permet en fait de s'évader finalement et presque d'avoir un petit monde juste à lui, où il peut retrouver son personnage. Donc, dans ce cas-là, en fait, on vise à utiliser la distraction par l'immersion, comme, on en a parlé pour Dreamland, mais, on utilise aussi, en fait, ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle l'IKEA effect. L'IKEA effect, en fait, c'est une surévaluation de ce que l'on crée. Donc, c'est-à-dire que l'être humain a tendance à beaucoup plus apprécier, quelque chose pour lequel il a travaillé pour. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser l'IKEA effect au travers de la création du personnage et on vise en fait à mener à, un meilleur engagement du patient dans l'intervention et dans le jeu. Donc, on a aussi l'idée d'avoir 2 médiums pour interagir avec le personnage. On a le téléphone et la réalité virtuelle et ça, en fait, ça vise à créer un engagement sur le plus long terme parce que c'est ce qu'on appelle de la transmédiation. On va créer plusieurs points de vue pour un même univers qui vont permettre, en fait, de créer une motivation, qui vont permettre de créer un engagement. Si vous prenez, par exemple, la franchise du Seigneur des Anneaux, vous avez les films, vous avez les livres, vous avez les jeux vidéo et donc chaque livre, chaque film, chaque jeu vidéo va vous donner des nouvelles informations, va vous donner un nouveau point de vue, le point de vue d'un nouveau personnage et cetera. Donc ça va mener en fait, ça vise à créer vraiment une motivation et un engagement qui est plus important et aussi à dans certains cas, à appeler finalement un nouveau public. Là, dans notre cas, c'est vraiment, l'utilisation en fait de la transmédiation pour créer plus d'engagement, pour créer plus de motivation et aussi, encore une fois, pour essayer de
diminuer les effets secondaires, de contourner les effets secondaires, en fait, parce que ça permet en fait que hors du casque, en dehors de la réalité virtuelle, l'enfant puisse continuer en fait à créer de l'engagement, à créer de la motivation sans avoir à subir d'effets secondaires, étant donné que le téléphone, jusqu'à présent, on n'a pas non plus trop d'effets secondaires. Donc, hem, au niveau de cette étude-là, j'aimerais vous présenter les résultats qui ont été obtenus en fait, au travers des entrevues qui ont été faites, après comme 2 semaines d'utilisation, 2 à 3 semaines d'utilisation, de l'intervention. Donc en fait, notre étude en fait montre des effets positifs sur la gestion de l'anxiété et sur la gestion de la douleur. Donc, il c'était, notre 1er focus en fait, l'anxiété et la douleur. Il y a aussi quelque chose que nous avions en fait, on avait envisagé, mais qui n'était pas forcément notre premier objectif, c'est il y a un effet qui est positif sur l'isolement social. Donc l'aspect social du personnage permet aux enfants d'avoir une personne à qui parler, une interaction sociale en fait, qui est nouvelle et en fait, avec la pandémie, avec la COVID-19, ils sont vraiment encore plus isolés qu'avant. Donc ça a vraiment, on a vraiment vu un apport là-dessus. On a des enfants qui nous disaient: «Ah ça fait quelqu'un à qui parler finalement. Moi je lui parlais des fois parce que ça fait quelqu'un à qui parler». Donc c'est ça et on a aussi en fait, plusieurs enfants qui ont déclaré que la réalité virtuelle leur permettait de s'évader en fait, de sortir de l'hôpital, d'avoir un sentiment, de liberté. Donc en fait ça c'est vraiment l'idée de l'immersion dont je vous parle depuis tout à l'heure. Heu L'objectif d'aller ailleurs, de penser à autre chose, puis, finalement, d'oublier l'anxiété, d'oublier la douleur. Donc, c'est vraiment, ça souligne quand même la manière dont ça fonctionne, dont je vous parlais tout à l'heure. Hem, D'un point de vue logistique, on n'a vraiment aucun effet secondaire, problème technique majeur qui a été signalé. Heu il a vraiment été souligné qu'il serait important d'ajouter plus de contenu au jeu, que les enfants qui, en fait, jouent très souvent. Il y a des enfants qui on leur a donné la consigne de jouer quand ils en avaient besoin et il y a des enfants qui ont joué plus que ce qu'ils en avaient besoin, à mon avis. Hem Et donc du coup, ils se sont retrouvés, à s'ennuyer au bout d'un moment du jeu parce qu'ils avaient fait, tous les jeux trop de fois et qu'à chaque fois, comme c'est un petit scénario, ça revient toujours au même truc. On a quand même fait 3 jeux différents pour justement leur donner des possibilités et cetera. Mais, il a fallu s'arrêter, ça c'est le problème des prototypages, c'est qu'à un moment donné, quand on fait un développement de jeux vidéo, il faut quand même se donner des limites, sinon on continuerait à l'infini à développer des jeux vidéo et à continuer de grandir le jeu. Mais là, il fallait l'utiliser pour, la collecte, donc il a fallu s'arrêter à un moment donné. Mais, c'est ça, l'idée ce serait d'ajouter plus de contenu pour en fait pouvoir l'utiliser sur du plus long terme évidemment. Donc, ça il y a aussi un point qui a été souligné en fait, c'est que, le jeu était plus adapté à un âge plus jeune. J'ai un enfant de 15 ans, 14 ans, enfin 14 qui allait sur ses 15 ans en fait, qui trouvait que le jeu était un peu, peut-être plus pour les jeunes enfants en fait, sans dire bébé, mais qu'il était plus pour les jeunes enfants. Donc, ça a vraiment souligné le comment on dit? L'enjeu en fait d'adapter le contenu en fonction de l'âge des enfants. Ça a l'air vraiment très logique dit comme ça, mais la littérature scientifique ne s'intéresse pas forcément au contenu des jeux sérieux et il n'y a pas d'études à ma connaissance qui mentionnent ce besoin d'adaptation. Donc c'est pour ça que nous, notre rang d'âge, quand on a créé le protocole, on a mis un rang d'âge de 6 à 17 ans. Donc c'est sûr que dans ce rang d'âge-là, vous allez avoir des patients qui sont plus âgés, qui vont pas forcément avoir les mêmes intérêts que, les patients qui sont plus jeunes. Mais en général, par contre, ils ont tous un bon intérêt pour les jeux vidéo, ils ont tous un bon intérêt pour la réalité virtuelle. Je me rappelle d'avoir mis, le casque sur une petite fille qui n'avait jamais fait de réalité virtuelle. J'avais même pas lancé le jeu, elle était déjà impressionnée. Il y avait juste, comme le menu réalité virtuelle dans le casque, il y avait juste un petit salon avec une petite, cheminée et cetera. Elle était, totalement, genre en extase de voir ça. Donc, en général,
tout le monde a un bon intérêt pour la réalité virtuelle. Euh, il y a aussi un point qui est important qui a été soulevé par un parent. En fait, au niveau des choix de notre population, qui est les enfants hospitalisés en hémato-oncologie, il a été souligné que à cause des traitements et notamment des effets secondaires de greffe, les enfants ne sont pas souvent en capacité d'utiliser le casque de réalité virtuelle. Donc, encore une fois, de ce point de vue-là, en fait, on voit que la réalité virtuelle, elle s'adapte beaucoup, mais qu'à un moment donné, si le patient n'est pas en capacité finalement d'utiliser le casque, il y a quand même, on entrevoit finalement la limite de la réalité virtuelle de ce point de vue-là. C'est bon. Et enfin, en fait, du côté de l'engagement, de la motivation, on a réussi à créer finalement un engagement, une motivation au niveau du projet, au niveau de l'intervention en général, au niveau des applications, au niveau du personnage. On a vraiment noté un bon niveau de motivation, un bon niveau de satisfaction en fait, et aussi d'appréciation du personnage et du jeu en général. Donc, on a plusieurs enfants qui étaient fiers vraiment de leur personnage, qui ont apprécié finalement l'aspect transmédiatique, donc le fait qu'il y ait plusieurs médiums en fait, et qui ont vraiment, où on a vraiment vu finalement l'engagement créé grâce à cette transmédiation-là. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les 2, le téléphone et le casque, étaient connectés ensemble. C'est-à-dire que quand vous mettiez, par exemple, un petit chapeau sur le personnage dans son téléphone, ben, quand vous alliez dans la réalité virtuelle, le personnage avait son petit chapeau. Donc, les enfants, en fait, allaient dans leur téléphone, ils allaient choisir leur petit chapeau qu'ils allaient mettre pour la prochaine fois qu'ils allaient utiliser la réalité virtuelle. Et en fait, c'est une boucle parce que comme ça, ils mettent un nouveau chapeau, ils vont voir dans la réalité virtuelle, ils vont jouer dans la réalité virtuelle, ils ont moins d'anxiété, moins de douleur et ils vont, en fait, après ça, il y avait aussi des récompenses qu'on pouvait obtenir en réalité virtuelle et qu'on pouvait aller voir sur le téléphone. Donc, en fait, chaque appareil se renvoie vers l'autre et permet en fait de continuer cette création de motivation, cette création d'engagement finalement sur le long terme. Donc, en conclusion, en fait, la réalité virtuelle, elle se présente comme une technologie qui est de plus en plus accessible financièrement, avec les nouvelles solutions mobiles dont je vous ai parlé, mais aussi technologiquement. Donc, elle est de plus en plus facile à utiliser et aussi à intégrer dans des processus sérieux où le personnel n'est pas toujours familier avec la technologie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de prendre en compte quand on développe en fait pour le contexte hospitalier, c'est que les infirmières, les médecins sont pas forcément, même les patients sont pas forcément en fait familiers avec la technologie. Donc, c'est aussi en fait une solution qui est flexible et qui permet de s'adapter et de répondre à différents besoins et enjeux dans de nombreux domaines médicaux. Donc, avant de terminer, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui participent à mon projet doctoral et aussi le réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur et l'Association québécoise de la douleur chronique pour m'avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je vous écoute.